Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudykoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, comment ça va aujourd'hui ? Salut Rudy, ça va? Je sors de chez la masseuse. Ne fait que se faire masser à chaque podcast. Massage, c'est pas possible. Ah ouais, c'est mon nouveau truc. Je me suis dit, puisque je vais jamais au resto, parce que des restos véganes, il y en a jamais, et puis qu'en plus j'aime pas trop aller au resto, je me suis dit, je vais dépenser mon fric en allant au massage. Je croyais qu'elle allait au restaurant indien. Et après, j'avais que t'avais été au restaurant indien et qu'il y avait que des gros, Ouais, tout mais ça. c'est une fois par an, ça. Mais donc, tu te fais masser combien de fois par semaine, là? Oh c'est bien vite dit en fait. Donc là, j'avais eu mon expérience chez le physiothérapeute là, donc le kiné espagnol, et je me suis dit pourquoi je vais pas voir directement pour avoir un massage d'une heure, parce qu'en même temps tu vois je veux pas aller chez le kiné tout le temps pour espérer un massage, ça fait un peu le crevard, on va dire. Bref. Et donc, du coup, j'ai trouvé un truc pas loin. Et donc là, l'heure de massage, c'est 50 balles, ce qui est un peu cher pour l'Espagne parce que je suis dans un quartier touristique. Sinon, ce serait plutôt 30 balles. Mais bref, pour ce prix-là, j'ai ce qu'on appelle un massare deportivo. Un massage sportif, parce que t'as le massage relaxant ou le massage sportif. Et en gros, voilà, donc j'y suis allé une fois la semaine dernière. Et là, j'y suis allé une fois aujourd'hui. J'irai encore une fois la semaine prochaine. Et en gros, la fille ou le mec, si jamais c'était un mec, il passe ses pouces. Fille, attends, tu nous prends pour des cons, quoi. Et il passe ses pouces, dans le sens Elle passe du ses muscle. pouces dans tes muscles, ouais. Ouais, dans le sens du muscle, voilà. Et donc moi j'ai demandé les cuisses et les mollets. Et donc voilà, donc elle remonte avec ses pouces dans le sens du muscle. Elle fait ça des tas de fois. Et puis quand il y a un nœud, elle repasse 50 000 fois dessus en appuyant un petit peu plus. D'ailleurs, ça peut être très 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 douloureux. Mais c'est sûr que c'est sans commune mesure avec les petits automassages que tu te fais tout seul, quoi. Parce que déjà là, en une heure, le gros de l'heure, il passe sur les mollets, les ischios. Tu vois, c'est très long, quoi. C'est pas comme si tu te masses pendant 2 minutes avec ton petit rouleau le mollet, quoi. Donc, et ça marche, hein. Déjà en 2 séances, les gros nœuds que j'avais au mollet, ils ont déjà un peu diminué, plus les étirements que je fais tous les jours. Donc c'est efficace en fait ce truc. Donc voilà. Mais bon, c'est 50 balles chaque semaine, quand même. Ah ouais, après c'est un budget quoi. Ouais. Surtout que je pense qu'en France, ce serait peut-être 60 ou 70. Mais ça marche en fait. Et donc effectivement, je comprends pourquoi les athlètes de haut niveau, ils ont des masseurs professionnels et puis ils se font masser chaque fois qu'ils ont des grosses charges de travail. Parce que ça doit aider à relaxer le muscle et tout ça. Donc bon. Encore quelques séances, je serai tout neuf de neuf. Il n'y aura plus de nœuds, le Le type. problème, c'est que tu vas rentrer en France et qu'après, ce sera 100 balles le massage. Tu te dis, oulala, 100 balles. C'est pour ça que c'est pour ça que je mets le paquet là. Et, Et puis voilà. et tu me disais que ta femme aussi avait été se faire masser justement par le kiné, tout ça, et que. Ah oui, non, ça c'est un autre truc. Ouais, Ah. ça c'est encore une anecdote. Ben ouais, parce que moi j'avais pas une très bonne expérience des kinés français, hein, pour le dire, et ma femme non plus. Et donc, ça fait un petit moment qu'elle a des douleurs un peu inexpliquées au niveau du genou, quoi. Donc elle était allée voir le médecin généraliste qui avait passé
passer la patate chaude à l'IRM, ce qui était bizarre d'ailleurs de tout de suite prescrire une URL pour une douleur de genou. C'était qu'il était vraiment très patate chaude celui-là. À l'IRM, il y avait rien du tout. Et donc le médecin avait dit que c'était une poussée d'arthrose, alors que elle a même pas 50 ans, ma femme. Mais bref. Et donc du coup, elle était allée chez le kiné. Le kiné, il avait fait des petits tests de mouvement, il avait rien trouvé. Bref. Et là, je lui dis, bah t'as qu'à aller chez le kiné chez qui je vais. L'approche est différente, on va voir ce qu'il dit. Et le kiné, il était avec un stagiaire kiné. Et en fait, ma femme m'a raconté que dès qu'elle s'est mis là-bas, le type, il a vu tout de suite que sa rotule, elle était pas très bien placée ou un peu lâche. Et puis assez rapidement, il en a déduit, toujours selon les mots de ma femme, qu'elle avait une faiblesse au niveau du quadriceps et que du coup, voilà, sa rotule ou son ménisque, il se plaçait pas bien et que de temps en temps, ça pouvait faire une inflammation. Et puis, ben, il lui a donné des petits exercices à faire pour renforcer le quadriceps, des trucs basiques. Il a fait une espèce d'échographie, enfin bref, et tout ça pendant 1 heure. Et puis à la fin, il en a eu pour 25 balles. Donc je sais pas si son diagnostic est fiable, mais en tout cas, on a eu l'impression qu'il y a eu un vrai travail d'analyse de fait et puis qui débouche sur quelque chose. Donc 25 voilà. c'est pas cher quand même. Hein. Non, c'est pas cher. Surtout qu'il y avait 2 examens. Donc il y en a un qu'elle m'a décrit, ça ressemblait à une écho. Et puis il y en avait un autre où il y avait une autre machine. Et tu vois, c'est des examens qui sont faut la machine. Hein. Normalement, les échos, d'habitude, c'est les médecins du sport qui ont le truc pour faire des échos. Et bah là, ils en avaient un sur place. Donc voilà. Donc ils me font meilleure impression, en tout cas, les kinés d'ici que les kinés français. Mais bon. C'est drôle parce que Justement, en France, il y a tout un débat, car un débat, comme d'habitude, sur le salaire des kinés qui sont un peu sous-payés, qui sont donc obligés de se presser. Bah, on en avait parlé, qui sont payés 16 € en moyenne la demi-heure, donc ils sont obligés de se presser pour faire des choses. Non, la consulte. Ouais, c'est la consulte, en fait. Et donc, Oui. du coup, il y en a qui font une consulte de 20 minutes, d'autres d'une demi-heure avec 3 personnes en même temps, etc. C'est la consulte, en fait. C'est ça. C'est 16 € la consulte. Du coup, ils sont obligés de multiplier les actes s'ils veulent gagner à peu près leur vie correctement, vu qu'ils ont le local. Ouais, c'est pour ça, là, 25 €, tu me dis, en Espagne, c'est pas cher pour 1 heure. Hein. C'est vraiment très, très peu, quoi. Ouais. Bah après, ce que j'ai compris, c'est que lui, il voyait 2 personnes en même temps. Donc, ça doit lui faire 50 balles l'heure, en gros. Ce que je comprends. Ah ouais, je connais pas la fiscalité espagnole, mais ouais, ça me paraît pas bien cher. Mais en tout cas, bah, tant mieux si maintenant elle a plus mal. Parce que je me souviens d'anciens podcasts où tu disais qu'elle avait mal nulle part. Et on voit que l'âge avançant, elle commence à avoir des petites douleurs. Ouais. Bah après, non, enfin, elle a encore mal, mais bon, au moins, elle a une piste de choses à faire pour ne plus avoir mal. Alors qu'avant, le médecin lui avait dit, bah, c'est une poussée d'arthrose, ça va, ça vient, et voilà, il y a rien à faire, tu vois. Donc bon, affaire à suivre. Bon, Fabrice, j'ai cru comprendre Sur le forum que tu avais une nouvelle passion qui s'appelait le ski erg. Est-ce que je me trompe ou pas? Ah ouais. Parce que j'ai vu un long topic que tu as fait sur quelle est la bonne technique au ski erg, comment il faut faire avec plein de vidéos, tout ça. Je dis, oulala, le type, ça y est, il a une nouvelle passion, il va faire des compétitions de ski erg. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu fais toujours du rameur ou pas? Ouais, bien sûr, je fais le rameur. En fait, pour dire les choses simplement, parce qu'en même temps, je sais pas si ça va intéresser les gens, vu qu'il n'y a pas toujours des ski erg partout. Mais donc, la base, c'était de faire du rameur. Donc, j'ai testé de faire du rameur presque tous les jours, après un jour sur 2. Après, j'ai testé donc le rameur plus le vélo. Et le rameur plus le vélo, c'était pas mal. Mais néanmoins, ça finissait par me faire trop mal aux cuisses, en fait, entre la marche, le rameur, le vélo et tout ça, les marches d'escalier, vu que là, je suis sur un 5e sans ascenseur. Ben, à la fin, j'avais un peu mal aux cuisses tout le temps, comme autant que je faisais de la muscu, tu vois. Et donc, ce que j'avais vu sur Internet, c'est que il y en avait qui alternaient le rameur et le ski erg. Donc, le ski erg, c'est l'appareil Concept 2 qui ressemble au mouvement du skieur, de la même façon que le rameur d'intérieur ressemble au mouvement du type qui fait de l'aviron. Mais l'avantage du ski erg, c'est que ça travaille à l'opposé du rameur. Et donc, quand tu fais du ski erg, tu te reposes entre tous les muscles du rameur. Et c'est comme ça que sur Internet, j'en ai vu qui alternaient un jour rameur, un jour ski erg, un jour rameur, un jour ski erg. Et ils s'en sortaient comme ça. Donc, je me suis dit, bah, je vais tester ça. Comme ça fera un nouvel outil dans mon arsenal si jamais ça me plaît. Et alors, le problème qui se passe, c'est que autant sur le rameur, il y a énormément de documentation, on va dire d'experts attitrés, de coachs et tout ça, forcément, parce que c'est très lié au monde de l'aviron.
Donc, tu as des techniques précises, des chiffres, enfin, voilà, tu as des références. Il n'y a pas n'importe quoi. Mais sur le ski erg, ben, il n'y a pas de tout ça. Et du coup, il y a beaucoup de variabilité dans la technique d'exécution, dans les conseils, dans plein de choses. Et comme il n'y a personne à la salle pour m'aider, eh ben, je suis un peu comme un débutant en muscu qui a 50 000 influenceurs à suivre et puis qui sait pas trop quoi faire. Donc, bol en mal an, je teste, mais voilà, j'ai du mal à savoir où je vais. D'où le petit topic que j'avais fait sur le forum pour essayer de me centraliser de me synthétiser les idées. Mais en gros, c'est ça. C'est quoi le programme? Alors, c'est un jour rameur, un jour vélo, un jour ski erg? Non, 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 là, le vélo, je l'ai enlevé. Ben non, parce que justement, après, si tu mélanges tout, tu comprends plus rien. Et je comprends pourquoi, à un moment donné, tu avais interviewé un type qui faisait de l'aviron. J'ai encore oublié son nom. Mais et lui, il voulait faire du vélo. Et son entraîneur, il lui disait, ben non, si tu fais du vélo, moi, j'ai plus de repères par rapport à mon plan d'entraînement et à mon expérience en tant que coach rameur. Et c'est vrai, si tu commences à mélanger des trucs, après, t'as plus trop de points de référence. Donc là, j'ai viré le vélo et je fais juste donc le rameur un jour, le ski un autre jour, et j'ai ajouté aussi un jour de repos pour voir ce qui se passait, pour que mes articulations et tout ça puissent se reposer, de sorte que je recommence tout neuf au 4e jour. Parce que sinon, après, tu peux avoir des douleurs qui se cumulent et après, j'arriverai plus à savoir si ça vient du ski, du rameur ou que sais-je. Donc, du coup, j'ai ajouté un jour de repos. Et voilà l'idée. Et je teste le truc. Mais c'est pas mal, hein, mais j'ai pas encore trouvé le bon rythme entre à quelle vitesse faut aller, quel levier de résistance faut faire, etc., etc. Mais et puis pour le coup, tu as vraiment l'impression d'être un rat en cage hein, là devant ce ski erg parce que le machin il est devant toi, donc tu skis dans le vide, on va dire. Et puis bah tu regardes le mur, hein, tes pieds, selon le moment où tu es dans le mouvement. Et puis bah tu fais ça pendant 10, 20 minutes. Moi, je fais plutôt des rounds de 10 minutes là pour tester. Mais t'es comme un rat en cage en fait. Hein. Parce que tu sors pas de ton petit espace et puis bah tu vois pas le dehors ni rien. À mon avis, quand je serai dehors à côté de mon lac habituel, j'irai peut-être faire du paddle plutôt que du ski erg. Mais bon, toujours est-il que là, je teste et en tout cas, c'est vrai que tu peux alterner les deux parce que c'est pas les mêmes muscles qui sont sollicités. Donc ça, c'est pas mal. Et est-ce que justement, peut-être t'avais un truc au tendon du coude ou un nerf du coude là qui coulissait mal? Est-ce que ça te gêne pas sur le ski erg justement? Comme il y a un petit Non, mouvement de justement. triceps, tu vois? Ouais, ben non, ça a l'air d'aller. C'est pas douloureux après. Enfin, ça n'a jamais été vraiment douloureux ce truc-là, mais en tout cas, non, ça a l'air d'aller. Après, là, j'ai mis le levier de résistance le plus faible, et puis bah, je vais augmenter un peu pour voir ce qui se passe. Mais non, pour le moment, ça tient. Après, c'est très très fatigant ce truc-là. C'est vraiment crevant. Et d'ailleurs, à un moment donné, au tout début, j'avais dit c'est bizarre, il y a jamais personne qui en fait ça. Alors je m'étais dit peut-être c'est la technique qui est chiante ou mais je pense que c'est parce que c'est fatigant. En fait, c'est fatigant ce truc. Quoi? Et il y a C'est comme deux les rameurs. cuisses, personne fait? Non, non, là, les cuisses, il y en a qui les font maintenant à la salle. Mais à la salle, il y a deux rameurs et de temps en temps, ils sont pris. Mais là, le ski erg, c'est très, très, très rare qu'il y ait quelqu'un qu'en fasse. Et quand il y a quelqu'un qu'en fait, il en fait vraiment pas longtemps. Et là, je suis le seul, en fait, qu'en fait, entre guillemets, un petit peu sérieusement, c'est-à-dire pendant plus de 5 minutes, quoi. Donc, de toute la salle, hein. Donc, Eh mais ben. c'est fatigant, voilà. Ouais. Et au niveau des pulsations, ça dit quoi sur le ski erg? Est-ce que tu arrives à monter comme le rameur ou c'est justement Ah ouais, mais ça, non, ça explose, mon pauvre ami. C'est vrai, sur le ski erg, Bah, c'est pire que le rameur? ah ouais, ça va très vite. Alors après, c'est pas facile. Je peux pas faire à chaque fois parce que souvent j'ai des perturbations dès que j'ai des voisins et tout ça. Donc au final, j'ai pu vraiment tester qu'une fois, mais ça monte à 160 à toute vitesse parce qu'en fait la cadence elle est beaucoup plus élevée. Probablement mon geste il est pas relâché, tu vois, il est parce que je j'ai pas la bonne technique et en fait ouais ça va très vite. Ce matin j'ai fait 2 fois 10 minutes. Donc 5 minutes de chauffe, 2 fois 10 minutes et puis 5 minutes de retour au calme. Donc tu vois, c'est pas très long. Et j'avais prévu de faire 3 fois 10 minutes. Mais la troisième 10 minutes, je l'ai pas fait en fait. J'étais trop fatigué. Donc voilà, ça te donne une idée. Ah ouais, bah je pensais pas que ça montait autant. Moi j'en ai fait une fois comme ça pour tester, mais jamais vraiment sur une vraie séance. Donc j'ai pas trop de repères là-dessus. Après, effectivement, c'est moins populaire le ski erg parce que déjà, un, c'est plus récent. Deux, il n'y a pas vraiment de compétition de ski erg alors qu'il y a des compètes de rameurs. Donc en fait, ça a du mal à se démocratiser, quoi. C'est un outil utilisé en prépa physique, mais sans vrai repère grand public, sans méthodologie d'entraînement bien définie, comme le rameur. Donc on compte sur toi, Fabrice, hein. C'est toi qui vas devoir tout démocratiser.
Ouais, non, mais il y a des sites qui, après, il y a des abonnements payants, des trucs, mais c'est vrai que t'as pas de livre vraiment comme il y a pu avoir sur le rameur, là où j'ai pu trouver un livre de référence et tout. Donc bon, je teste et puis voilà. Après, en faisant mes petites recherches de vidéos YouTube, là, je me suis aperçu qu'il y avait des types qui étaient vraiment des monstres de chez monstres, parce que d'habitude, avec la muscu, on est habitué à des types qui sont forts et puissants, mais qui sont pas endurants. Mais là, en fait, t'as des types euh, qui ont l'air endurants et en plus puissants et en plus forts, quoi. C'est des monstres, il y en a. Ah ouais, ouais, bah, c'est sûr, hein, moi que je suis le truc, les types sont, en général, le parcours classique, c'est que le mec fait plein de force ou un sport dans lequel il excelle, et après, il arrive à transférer une bonne partie de ce qu'il a en s'entraînant sur le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Mais si tu veux, c'est pas la dernière fois on s'était marré parce qu'on avait dit Eddie Hall, là le strongman, il avait un record, je sais plus sur 1 minute ou sur 100 mètres, enfin une durée très très courte. Mais il y a des types qui sont balèzes, qui sont forts et qui tiennent 6-7 minutes, tu vois. Donc c'est pas des rigolos les bonhommes. Hein. Et oui. Et je voulais revenir aussi sur un truc que tu m'as marqué sur ce plan du podcast, vu que tu prépares tout à l'avance avec ta mémoire de poisson rouge. Tu as rencontré un coureur de régate professionnel à la salle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, ouais, bon ça je l'avais mis parce que je Bah me ouais, mets ça avait chaud l'air de faire intéressant. dire, Ah, le mec nous donne des trucs, en fait, on s'en fout. C'est ça? Bah, pour une fois que je rencontrais quelqu'un à la salle, donc effectivement, il y avait un type à côté de moi qui faisait du rameur et je me suis dit, tiens, celui-là, il sort les doigts en faisant le rameur et il a l'air de savoir en faire. Et je discute avec un peu. Et alors, le type, c'est un Italien qui est professionnel de la régate en voile et qui maintenant habite en Espagne. Et en gros, dans le cadre de son entraînement, bah, il fait du rameur plusieurs fois par semaine le matin, en plus d'un peu de muscu. Et puis l'après-midi, il a du travail un peu plus spécifique, mais là, il fait dans une autre salle, donc du coup, je vois pas ce qu'il fait. Mais en tout cas, le rameur fait partie intégrante de sa pratique. Donc, mais lui, au rameur, il fait beaucoup d'intervalles et de séances un peu, je sais pas comment dire, explosives et vitesse plutôt que du fond. Mais en tout cas, il en fait régulièrement. Et il m'a dit que moi, j'étais un des rares types de la salle à faire bien. Donc, autant te dire que j'avais la banane quand il m'a dit ça. Et puis voilà, c'était juste une toute petite anecdote. Pour une fois, j'ai eu un ami. Et Voilà. il est pas resté le type. Si, je le croise de temps en temps, mais après, c'est vrai que du coup, comme moi je le croise, mais lui aussi il s'entraîne. Et donc après, on est dans le truc, chacun s'entraîne un peu. Donc tu vois, si jamais il se trouve que ça coïncide ma fin de séance avec la sienne ou mon début de séance avec la sienne, on peut échanger quelques mots, mais sinon pendant l'entraînement, on va pas parler. Tu vois, c'est pas comme la muscu. Donc je le vois graviter dans la salle, lui il me voit, mais on va pas s'arrêter pour aller discuter. Donc Donc, et voilà, Rudy. tu suis toujours un programme de rameur ou pas au final? Plus ou moins, parce que je l'adapte un peu avec mes trucs de ski erg. Mais oui, je suis quand même vaguement quelque chose, dans le sens où je suis reparti sur un truc un peu débutant, avec une cadence assez lente pour bien apprendre à maîtriser le mouvement, puis faire un travail dit de fond, tu vois. Donc l'histoire d'avoir une bonne base bien solide avant de mettre de la vitesse. Avant, j'allais un petit peu trop vite. Là, je veux être sûr de, tu vois, d'être bien, comment dire, de bien tirer fort, comme ça. Ah, Et d'ailleurs, tu peux voir tirer pour le, mou, quoi. ouais, mais tu peux voir, d'ailleurs, sur le log, ça s'améliore. La dernière fois, j'ai fait une séance, j'étais à 12 ou 13 mètres par tirage, avec une cadence de, je sais plus, 18-20. Et puis finalement, si j'arrivais à avoir, à maintenir cette force-là à une cadence de 30, et ben, en gros, voilà, je suis sous les 7 minutes aux 2000 mètres. Donc, tu vois, là, je commence à l'avoir, la force et la technique. Donc, je vais pouvoir mettre de la vitesse progressivement. Mais donc l'idée, c'était déjà de bien développer cette force et cette technique et d'éviter d'avoir des petites douleurs au cervical et au trapèze quand je fais trop de rameur. Parce que je suis trop contracté en fait. C'est ça le problème qu'on a tous quand on fait qu'on a tous. Bah, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont aussi. Magnifique. Quand on a trop fait de muscu, on est plus habitué à se relâcher. Donc d'extérieur, ma technique au rameur, elle est bonne, vu que le type il me l'a dit. Moi, je vois bien que c'est bon, spécialement en comparant avec les autres. Je fais aussi régulièrement ce qu'on appelle sans sangle. Donc je mets pas les sangles et je fais le rameur sans sangle. Ce qui est possible quand on a une cadence entre 18 et 24. Quand on monte trop, on peut plus. Mais quand on est capable de faire du sans sangle pendant 20 ou 30 minutes, c'est que on s'est ramé en fait, c'est qu'on s'est engagé le gainage et tout ça.
Mais pour autant, régulièrement, j'ai quand même des tensions l'après-midi dans le trapèze et dans le cou. Et ça doit être parce que je contracte trop mon cou ou trop mon trapèze, tu vois. Il se relâche pas assez. Et bref, et du coup, je me dis que là, en faisant du rameur, voilà, en recommençant un peu comme un débutant, puis en passant pas mal de temps à faire une cadence autour de 18 à 22, et petit à petit, les choses vont s'améliorer. Et puis voilà, ça sert à rien d'aller vite si après j'ai des contractures partout dans le haut du corps, puis que je dois aller chez le kiné pour les enlever, ça n'a pas de sens. Et surtout quand tu vas vois. aller en France et que tu vas payer 100 balles la séance de massage, quoi. Ouais, mais en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est j'étais comme un débutant en muscu. Imaginez un débutant en muscu qui est volontaire, mais vous lui dites le programme tu dois faire 3 fois par semaine. Mais lui dit non, moi je veux faire le programme 6 fois par semaine, je suis motivé et tout ça. Mais quand tu es débutant, si tu fais le programme 6 fois par semaine, même si tu as juste les charges, à un moment donné, tu vas avoir mal partout parce que ton corps est pas habitué, tes tendons, tes muscles. Donc, il faut quand même que tu fasses 3 fois par semaine, au moins pendant plusieurs mois, le temps que ton corps s'habitue. Puis seulement après, tu pourras rajouter 4, puis au bout d'un an, peut-être 5, etc. Et en fait, moi, je voulais faire trop vite. J'étais trop enthousiaste en pensant que j'avais le bagage, mais déjà le bagage, il a été un peu parti avec mon arrêt. Et puis, c'est pas tout à fait les mêmes muscles, tout ça. Donc, bref, faut pas trop s'exciter, quoi. Mais non, mais trop impatient. Après, sur cette histoire de coordination, c'est un truc que moi je remarque beaucoup au kayak. Où des fois, je m'entraîne avec des jeunes, comme là au Gros du Roi, je m'entraîne avec des jeunes qui ont 17, 18 ans, qui en font depuis qu'ils ont 10 ans, quoi. Et j'ai pas l'impression qu'ils forcent plus que ça. Et moi, à côté, j'ai l'impression de me dépouiller. Et pourtant, les gamins vont super vite, quoi. Et je me dis, ça, c'est incroyable. Mais en fait, tout se joue c'est une sorte de coordination, relâchement très, très fine qui fait que, moi, je vois avec les années, ça vient de plus en plus d'être relâché. Mais c'est comme si avec la muscu, en fait, comme on apprenait à tout contracter, à tout gainer pour pas se faire mal, pour utiliser que les muscles qu'on veut, tout ça, et en fait, on perdait cette coordination, on va dire, intermusculaire, et en même temps, cette coordination fine, ce relâchement qui est très succinct et qu'on n'arrive plus à avoir avec la muscu, parce qu'en fait, on contracte pendant des dizaines de secondes l'intégralité du corps, alors que dans la plupart des sports, tu fais jamais ça, tu te gagnes jamais autant, aussi longtemps, quoi. Donc, Ouais, puis spécialement, donc là, j'ai contracture, j'avais des contractures au cou, là, ça passe. Mais c'est vrai qu'en muscu, moi, j'étais habitué à contracter un petit peu le cou, tu vois. Quand tu fais du squat, puis que t'as la barre derrière la nuque, t'as ton cou qui se contracte un peu, tu vois. Ou quand tu fais les élévations latérales, puis que tu forces, t'as tendance à contracter un petit peu le cou, tout ça. Alors c'est une contraction peut-être un peu parasite parce qu'elle sert pas forcément en mouvement, mais en tout cas en muscu, tu peux la faire entre guillemets. Mais c'est pas grave parce que ton mouvement il dure que 30 secondes ou 20 secondes. Mais là, si je fais le rameur et que je contracte le cou à chaque rep pendant 30 minutes, à la fin, plus tu de vois, j'ai trop fait le coup en fait. Et c'est ça le truc. Alors après, il y a deux possibilités. Soit au bout d'un moment, le coup se renforce, ou soit il faut que j'apprenne à relâcher le coup, tu vois. Et probablement l'adaptation, ça doit être un peu des deux. Mais c'est pareil, des fois je tire au rameur et j'ai tendance à serrer les dents un peu. Je sais pas que je les serre, mais tu vois, je sens que je suis contracté, alors que quand je vois les vidéos sur YouTube, ils sont décontractés du visage. Mais moi, j'ai tendance à le contracter. Ah bref. Et donc tout ça doit être réappris, alors que avec la muscu, ça n'était pas grave en fait d'être complètement contracté de partout, parce que l'effort est de courte durée. Mais dès que tu mets du temps, après, ton énergie est précieuse. Problèmes, quoi. Ouais, déjà, tu perds de l'énergie, puis en plus, t'as des petites contractures, en fait, le lendemain, tout simplement, parce que tes muscles ont été tendus trop longtemps. Donc bon. Et les contractures, c'est pas tout à fait pareil que les courbatures. Les courbatures, on est relativement content d'en avoir, on va dire, en muscu, encore que ça dépend des fois. Mais les contractures, c'est une espèce de courbature qui passe pas, puis qui sert à rien, quoi. Donc, bref. Bon, Mais donc voilà, je continue bon an mal an, mais cette fois-ci au rythme approprié, c'est-à-dire le type qui est débutant et puis qui essaye de progresser doucement et non pas au type qui veut le type qui veut progresser le plus vite possible et qui finit par avoir mal partout. Ah, mais ça c'est un truc qu'on apprend qu'avec les années. Parce que, comme tu dis, quand on était plus jeune, et moi, là, je le vois sur le kayak ou quoi, des fois, tu as envie de rajouter une séance, tu as envie d'en faire plus. Mais avec l'expérience, on sait que ça finit mal quand on va aller trop vite et qu'on va au-delà de ses capacités du moment, quoi. Et avec l'expérience, on arrive à les connaître un petit peu. Donc, sinon, tu referais tes 6 séances par semaine de rameur et puis finalement, tu aurais mal partout, quoi. Ouais, c'est ça. Et finalement, j'avais eu de la chance avec la corde à sauter parce qu'assez rapidement, j'en avais fait tous les jours et il y avait
ça générait pas trop de problèmes, ça. Donc, mais là, avec le rameur, non, ça va pas. Ça fait des tensions dans le cou. Voilà, Bon, Audi. bah alors, est-ce qu'avec ça, tu es prêt pour faire les tests pour l'armée française? Parce que j'ai cru comprendre Ah oui, là. que tu voulais te présenter, que tu avais le niveau, justement. Tu étais prêt à défendre la France. Ah ouais, ouais. Non, non, alors Rudy Chambre, parce qu'en fait, j'ai trouvé un article, je sais plus sur quel site, peu importe. France TV Info. Et voilà, c'est ça, France TV Info. Et en fait, donc il y a un capitaine donc de l'école des sous-officiers à Saint-Mexan qui dit que il y a des jeunes qui veulent rentrer à l'armée, mais en fait ils ont un niveau physique lamentable. Donc c'est pas lui qui dit lamentable, c'est moi. Et notamment au niveau des pompes, de la course à pied, de la natation ou du grimpé de corde. Et en gros, pour lui, la course à pied puis les pompes, c'est vraiment le b.a.-ba de chez b.a.-ba. Et il y en a qui ont pas du tout le niveau et puis qui y vont pour passer les tests. Et en fait, quand j'ai vu cette news-là, je n'ai pas du tout été surpris, Rudy. Est-ce que tu sais pourquoi je n'ai pas été surpris? Non, mais tu vas nous le dire, mais après, je te ferai un parallèle avec le BPGEPS. Ouais. J'ai pas été surpris parce que donc les forums Superphysique, ils existent depuis longtemps, depuis le début des années 2000. Et en fait, pendant toute la période, on a vu régulièrement des gens qui posaient des questions pour se préparer au test, soit pour être pompier de Paris ou soit pour rentrer dans l'armée et tout ça. Et je me souviens qu'il y a peut-être une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, les questions, ça pouvait être du genre oui, salut, je fais 15 tractions, j'aimerais pouvoir en faire une vingtaine pour être au top pour les pompiers de Paris. Comment je peux faire pour passer de 15 à 20, tu vois? Ou je fais 50 pompes, je voudrais pouvoir en faire 70 pour être à l'aise pour passer le test, je sais pas quoi, de l'armée. Voilà, c'était comme ça. En fait, c'est des types qui étaient déjà bons et qui voulaient être super bons pour être meilleurs relativement aux autres qui allaient passer le test. Et puis dernièrement, si tu te souviens, on a eu des gens qui sont venus et qui ont dit ouais, est-ce que vous pouvez m'aider à développer un peu mon endurance en course à pied parce que je voudrais passer le test d'armée. Puis tu lui dis bon, mais tu fais quoi actuellement en course à pied? Puis tu lui dis ah bah j'ai jamais couru de ma vie. Tu vois, et c'est là que, du coup, ça On va être bien défendu, là. hein. Ouais, parce qu'en fait, on a vu sur le forum même une dégradation dans le niveau des questions de ceux qui voulaient se préparer au test. Et finalement, on le retrouve dans l'article, quoi. C'est sûr que si t'as jamais couru de ta vie puis que tu vas comme ça passer le test les mains dans les poches parce que tu te dis c'est sympa l'armée, forcément ça, le capitaine en question là, il va être déçu. Ouais, mais Et voilà. Vas-y. Ouais. Et je finis, c'est qu'en fait, l'article dit aussi qu'il y a des problèmes de santé de plus en plus récurrents, donc genre du surpoids ou même des problèmes dentaires. Et donc ça peut être des jeunes qui n'ont pas de médecin de famille, puis qui voilà, qui n'ont pas l'hygiène de base, et du coup voilà, ça peut devenir bloquant même pour le recrutement parce qu'ils sont pourris physiquement, musculairement et même au niveau de la santé, ils ont de mauvaise santé, tu vois, parce qu'ils n'ont pas été suivis. Ouais, Tout ça, c'était dans ouais. l'article. Comme tu as dit, ça nous étonne pas parce que c'est effectivement ce qu'on se constate. Moi, je le vois en BPGEPS où il y a des tests d'entrée qui sont pas folichons, hein, c'est pas des niveaux extrêmement intéressants qu'il faut avoir. Et il y en a qui arrivent un peu la fleur au fusil. Tu vois, il y a un test Luc Léger. Ils ont jamais couru, ils le tentent, et puis bon, il y en a beaucoup qui loupent. Il y a le test des tractions, des fois, il y en a qui arrivent pas du tout à faire de traction. Tu te dis, mais attends, il y a vraiment, j'ai plus les tests en tête, mais c'est vraiment des trucs un peu ridicules pour quelqu'un qui s'entraîne. Et t'en as plein qui arrivent comme ça, la fleur au fusil, ils disent, ah bah moi j'ai envie d'être coach, je viens tester les tests, et en fait, ils réussissent même pas les tests, alors que c'est vraiment un niveau très très faible. Mais, comme tu l'as dit, le niveau fait que décroître, hein. Je rappelle, en tant que vieux du milieu de la musculation, qu'à l'époque de l'Acumèse, tu pouvais pas avoir ton B2ES Acumèse pour être coach de muscu ou professeur de musculation si tu t'entraînais pas déjà depuis des années et des années. Tu pouvais pas arriver et faire 20 reps au développé couché à ton poids de corps, rien que pour avoir la moyenne, si tu t'entraînais pas depuis longtemps. Tu pouvais pas faire 20 tractions juste pour avoir la moyenne aussi. Donc 20 belles tractions, bras tendus, menton au-dessus, si tu t'entraînais pas. Et au squat, c'était pareil, c'était 10 reps, 1,5 fois son poids de corps, donc sur un squat un petit paltéro. Pareil, il fallait s'entraîner, t'arrivais pas, si tu faisais 80 kilos, à faire 10 à 120, un beau 10 à 120, un beau 20 fois 80 au coucher et 20 tractions sans t'entraîner. Maintenant, on est très très loin de ça. Et donc le niveau ne fait que diminuer. J'en parlais dans mon dernier Leadercast, où en fait, les normes, ce qu'on attend des gens, entre guillemets, la société s'y adapte parce que sinon, en fait, on se rend compte que ça ne fait que diminuer, quoi. C'est difficile, hein.
Tu vois, là, tu te dis, t'as des jeunes qui veulent rentrer à l'armée, ils courent pas, les pompes, c'est difficile, les tractions, n'en parlent pas, ils sont en surpoids, et puis ils se disent, je vais faire l'armée. Je sais pas à quel moment tu te dis, je vais faire l'armée quand t'es en méforme physique, quoi. C'est incroyable. Jamais de cas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros problème d'évaluation vis-à-vis de soi-même. Ouais. Ah bah tiens, ça me fait penser que tu sais que la masseuse a dit que j'avais des grosses cuisses, alors que j'ai des cuisses de coupe-papier actuellement. Elle a dit que j'ai des grosses cuisses. Je lui dis, mais vous êtes sûr? Après, c'est vrai que moi, je vois que ceux de la salle et ils font quand même beaucoup de squats et tout ça, donc ils ont des beaucoup plus grosses cuisses que moi. Et là, mes cuisses, elles me semblent assez fines. Elle me dit, ah bah si, non, croyez-moi, avec tous ceux que je vois, je peux vous dire que vous avez des grosses cuisses. Et je peux te dire, Rudy, à la louche, à mon avis, je dois avoir 57 ou 58 de cuisses maxi, tu vois. Donc, Eh ben, et peut-être que tu l'as mal compris, ouais. peut-être qu'elle voulait dire autre chose. Ou peut-être qu'elle dit ça pour te faire revenir. Non, mais je pense qu'effectivement, les gens qui s'entraînent pas, ils doivent avoir des cuisses toutes fines, oui. C'est une bonne Encore plus que les commerçante. miennes actuellement. Commerçant. Elle a tout compris au Ok. business. Alors, mais justement, Ouais. je rebondis sur un truc de ta salle où tu viens enfin de t'apercevoir ce qui semblait, à vrai dire, sous-entendu pour beaucoup de ceux qui écoutent, je pense, que des types dans ta salle qui étaient balèzes avaient des gros boutons dans le dos ou sur les ischios. Alors, Ouais, bah en que fait, se il y a plein de passe-t-il, dopés. Fabrice? Ouais, bah en fait, j'avais dit que dans cette salle, il y avait un petit peu de niveau au niveau muscu. Et je me doutais qu'il y en avait qui prenaient des produits puisqu'ils étaient vachement vascularisés au niveau des bras. Mais c'est vrai que des fois, il y en a qui ont des boutons tout dégoûtants dans le dos ou même derrière l'arrière des cuisses que tu vois en dessous du short. Et c'est pas très ragoûtant. Et ouais, et du coup, je pense que ça doit être plus répandu maintenant le dopage qu'avant parce que c'est tellement facile de s'en procurer via Internet. Et donc voilà, avant on avait l'impression qu'il y avait les gros dopés qui étaient super balèzes, puis le reste. Mais là, on a l'impression qu'il y a des types qui sont juste, on va dire moyennement balèzes, mais qui ont déjà plein de boutons puis qui doivent être chargés. Bah, Donc oui, j'ai vu évidemment. ça à la salle. Ouais, Évidemment. ouais, c'est Et ça. il y a tellement de dopés. Tu te rends compte, à l'époque, on crée Superphysique en 2009. Toi, tu avais entrepris déjà le chemin, entre guillemets, musculation naturelle, tout ça, depuis les années 2000. On se dit, on fait Superphysique pour montrer ce qu'on peut faire naturellement, parce que plein de types se dopent, se disent naturels, tout ça. On fait le truc. Et aujourd'hui, la situation est pire que jamais. C'est limite in. Toi, tu vois pas sur les forums, sur, je veux dire, les YouTube et compagnie. C'est limite in de dire que tu te dopes et tout. Et il y a plein de gens dopés qui ont un niveau. Tu dis, mais c'est pas possible. Ils ont pas de. Tu sais, tu dis, mais ils se dopent pour ça. Tu dis, c'est incroyable, quoi. Mais ça me rappelle quand j'avais été au Canada, à Montréal, au Pro Gym. Quand j'ai discuté avec les gars, en fait, pour eux, c'était normal d'avoir testé les produits dopants, quoi. La plupart avaient pris des produits, avaient testé. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas un seul maigrichon dans la salle. Tous les mecs avaient déjà un petit gabarit. Je vais pas dire qu'ils étaient tous balèzes, mais ils faisaient tous au moins taille-poids, pas très sec, mais ils étaient déjà tous un peu balèzes, quoi. Alors qu'en France, à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans, bah, t'allais dans les salles, t'avais beaucoup de petits maigrichons, quoi. Comme quand on a débuté, quoi. Tu débutes, bah, t'es un peu maigrichon, tout ça. Au Canada, il n'y avait pas ça, quoi. Au Pro Gym, et pourtant, je squattais pas mal la salle. Et j'ai pas vu beaucoup de maigrichons, donc c'est devenu monnaie courante, en fait. C'est tellement un monde d'apparence que t'en as plein qui se dopent, qui se dopent, qui se dopent. Et voilà, pour avoir des physiques, on va dire, moyen plus, alors qu'avant, ceux qui se dopaient, j'ai l'impression que c'était les champions des champions, c'était le gars qui pouvait gagner sa vie avec, c'était le pro, quoi. Maintenant, l'amateur se dope, quoi. Donc c'est ça qui est un peu triste. Bon alors, sinon, Fabrice, j'ai vu que tu avais découvert que les émulsifiants pouvaient comment, augmenter le risque de cancer. C'est incroyable cette découverte. Ah ouais. Ça, c'est un truc de fou. À chaque fois, on dit que les aliments transformés, c'est de la daube depuis des années dans le podcast. Et du coup, régulièrement, quand je vois un article qui dit telle ou telle substance, finalement, on s'aperçoit qu'après études, c'est cancérigène probable ou certain, ben, j'essaie de le mettre de le côté pour le podcast. Et donc là, en 2 semaines, il y a 2 articles qui sont sortis sur des trucs voilà, qui augmentent le risque de cancer. Donc, il y avait quelque chose qui concerne les apports élevés en monoglycérides et diglycérides d'acides gras qui sont associés à des risques accrus de cancer au global et de cancer de prostate, etc., etc. Et alors, je me souviens que déjà sur le forum de discussion justement Superphysique, on avait dit que ces monoglycérides et diglycérides d'acides gras, c'était de la daube il y a au moins depuis 10 ou 15 ans et quand il y avait cet ingrédient-là, il fallait pas en manger.
Et bah, tu vois, il y a un truc qui montre que c'était de la daube. Bah, et les T'es toujours là, oui? ouais, 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 et bah, je rebondis. Et les émulsifiants, sur cette histoire d'émulsifiants, nous, c'est un des trucs contre lequel bah, on est vraiment contre avec Superphysique et dans lequel vous ne retrouverez pas dans les compléments Superphysique parce qu'on le sait que c'est de la daube. C'est comme les édulcorants. On sait que c'est de la daube. Donc, on attend, entre guillemets, on attend. C'est pas qu'on attend, mais on sait que c'est tout ripou. Et j'ai vu que tu avais mis également un truc sur les arômes de fumée. Toi, je sais que tu étais Oui, c'est ça. particulièrement fan des lardons, chips ou plats préparés. Et ils viennent de découvrir que, comme par hasard, c'était potentiellement cancérigène. Eh ben, heureusement qu'ils sont là, hein. On le savait pas non plus. Ouais, donc là, c'est les arômes de fumée qui sont cancérigènes. Donc, ce qui se passe, c'est que le fumé au bois, bon, déjà, c'est probablement pas très très bon pour la santé de manger trop d'aliments fumés, mais encore le fumé au bois, ça va. Mais souvent, bah, ils mettent de l'arôme de fumée parce que ça coûte moins cher. Et donc, tu as plein de produits où tu as de l'arôme de fumée. Et de ce que j'ai compris, c'est un peu comme le gras et le sucre. T'as envie d'en reprendre quand t'as un goût fumé. Et donc, ils en ont foutu partout. Et apparemment, ce serait tellement cancérigène que du coup, l'Union européenne envisage éventuellement d'interdire certains arômes de fumée. Et alors, pour que l'Union européenne ils se mette à interdire, vu qu'ils sont pas véloces pour interdire les trucs, c'est que vraiment, ça doit être bien pourri, ce machin-là. Ils sont pas C'est ça. véloces. C'est pas mal, ça, comme expression. Et ouais, et donc tu vois, juste en 1 semaine, en 2 semaines, et voilà, 2 articles. Et alors le pire, c'est que sur ces arômes de fumée, il y avait un article de l'UFC Que Choisir qui disait que déjà ça faisait une quinzaine d'années qu'il y en avait qu'il y avait je sais pas, des gens ou des études ou peu importe, qui disaient que c'était pas bien ce truc-là. Mais là, c'est de plus en plus avéré. Et voilà, il y en a partout. Bah ouais, non, mais c'est sûr. De toute façon, je dis à chaque fois, faut pas avoir fait Saint-Cyr pour voir tous les poisons qu'il y a dans ce qu'on achète si on fait pas attention, hein. Dès qu'il y a plus d'un ou deux ingrédients, tu dis, ouh là là, qu'est-ce que c'est? Et souvent, c'est pas pour ton bien, hein. C'est des trucs rajoutés pour te rendre dépendant, pour le goût, pour avoir ta petite dose de dopamine. Donc là, émulsifiant, arôme de fumée, monoglycéride, tout ça. Bon, bref, il y a pas trop de débat, mais force est de constater que ça ne sort pour le grand public qui découvre le truc que 15 ou 20 ans après, alors que c'était clair comme de l'eau de roche, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah après, comment dire, des fois c'est un peu dans des revues de naturopathie ou des revues nature que il y a des soupçons, mais du coup c'est comme c'est pas des vraies revues scientifiques, tu vois, c'est un peu déconsidéré. Donc bon. Alors sinon, Fabrice, j'ai appris que tu voulais t'acheter une montre connectée hors de prix. Mais quelle est cette histoire? Mais non, enfin une montre connectée. Mais en fait, avec ce foutu ski erg, en fait, la technologie, ça n'attire que des problèmes. Parce que du coup, le ski erg, il permet de se connecter à une ceinture de fréquence cardiaque. Sauf qu'avec la mienne, ça marchait pas. Et donc, je regarde le mode d'emploi sur Internet et ça disait qu'il fallait un truc Polar ou un truc Garmin. Bah forcément, Je me dis, un bon, truc qualitatif, un truc qui vaut son pesant d'or, quoi. voilà. Ouais, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Allez, je vais au moins aller voir au Décathlon. Et je vais aller voir au Décathlon local, donc qui est assez grand. Eh ben, il y en avait pas, figure-toi. À la place, il y avait que de ces saletés de montres connectées. En fait, j'ai l'impression que les ceintures, c'est déjà un peu démodé, passé de mode, parce qu'il y en avait qu'une qui devait être la marque Décathlon. Tout le reste, c'était que des montres connectées, bah, comme toi, tu as, et qui donnent des résultats complètement faux, même avec 3 montres. Eh ben, Donc, bah, du coup, j'ai rien acheté. J'ai refait des tests. Mais non, mais après les ceintures, je sais qu'à mon Décathlon à Annecy, tu peux avoir des ceintures d'autres marques que Décathlon. Mais c'est vrai que comme quand on était gamin, la marque référence a priori pour les ceintures cardio, ça reste Polar. Donc moi j'ai une Polar H10 et tous mes potes ont une Polar H10. J'en vois qu'on a des Garmin, ça a l'air d'aller aussi. Et c'est pas donné, hein, une ceinture cardio, donc une Polar H10 par exemple, ça coûte entre 70 et 90 balles, hein. Donc je sais pas combien coûte une ceinture D4. Quant aux montres connectées, bah, pour les pulsations, si tu mets pas de ceinture cardio, c'est un peu pourri, hein. Je vois bien que c'est pas terrible. Après, bon, tu peux acheter la montre connectée Decathlon by Coros, Fabrice. Le premier prix est à 139 euros, je crois. Ouais, c'est ça. C'est la folie. Il y a des montres à 600 balles. Bien Et sûr. tout le rayon, en fait, maintenant, ce n'est que des montres. Même avant, sur ce Décathlon-là, tu trouvais des petits casques filaires pour mettre sur
sur ton smartphone, écouter la musique dans les oreilles. Et là, ils n'en vendent même plus, en fait, des casques filaires. T'as que le truc Skios, là où je sais plus quoi, à résonance osseuse. Cox. Et en fait, si on voit qu'il y a une espèce, voilà, on voit qu'il y a une espèce de montée en gamme parce que t'as plus les casques filaires, t'as plus les ceintures, et maintenant t'as des montres connectées hors de prix, par contre. Donc les temps changent. Bien sûr. Bah, donc moi, j'ai fait le Et test. voilà. J'ai fait le test de plein de montres, tu vois, pour rebondir. Et je peux dire que c'est pas le prix qui justifie la plupart du temps pour le GPS ou pour le cardio, quoi. J'ai pu voir qu'une montre de 500 balles n'était pas forcément plus fiable qu'une montre à 150 euros. Mais c'est sûr que c'est la mode. Maintenant, tout le monde a sa montre connectée. On se demande ce que t'attends, Fabrice. Et on se dit tous que quand tu vas acheter une montre connectée, tu vas acheter le premier prix et après tu vas râler parce que tu n'auras pas voulu prendre la bonne montre connectée. Non, non, mais je vais rien acheter là, j'en ai marre de ces trucs-là. Mais bon, pour l'anecdote, j'ai finalement réussi à connecter ma ceinture au Ski Erg Concept 2. Donc, je me réjouissais d'avoir un beau graphique où j'allais avoir tout sur le même graphique, la fréquence cardiaque, etc., etc. Sauf que comme j'ai eu un voisin au moment où j'ai fait le Ski Erg, ça a pas mis la bonne fréquence, ça a mis la sienne et pas la mienne. Et donc, du coup, Ouais, bref. génial. Ça Truc valait le coup, hein. habituel, génial. C'est- Franchement, c'est pitoyable. Ces trucs technologiques, ça me tape sur les nerfs, en fait. Des fois, je me dis, vive le temps de Rocky où il court après ses poules. Au moins, il est pas dans Rocky 2. Au moins, il s'emmerde pas avec sa ceinture de fréquence cardiaque, sa montre, à essayer de connecter tout ça. Ah oui, parce que là, pour le truc Concept 2, j'ai dû télécharger une application qui s'appelle Erg Data. Bien sûr, je Et vois. maintenant, quand je fais le ski erg, il faut que j'appuie sur connecter, qui trouve le smartphone, après je rappuie sur une touche, etc. Je perds 30 secondes en fait à Non, appuyer mais sur tu des es boutons, hyper ça me connecté en gonfle. fait, Mais bon, Fabrice. ça me gonfle. Mais bon, là j'essaye avec les ergomètres, mais c'est un peu pénible, mais bon, je me force un peu. Mais, Et mais, puis mais, voilà. mais par contre, tu voulais acheter aussi des chaussures de running, je crois. Ah oui, non, je vais pas acheter des chaussures de running, mais effectivement, j'ai vu ce que tu avais dit la dernière fois. Tu nous avais fait tout un laïus sur le drop, là. Et donc, quand je suis allé dans le Décathlon, j'ai vu que à l'entrée du Décathlon, tu avais des tonnes de paires de chaussures avec des énormes semelles qui me rappelaient ce que mettaient les filles dans les années 2000. Pour ceux qui ont de la mémoire, en fait, elles mettaient des chaussures avec une très très grosse semelle pour être un petit peu plus grande. C'était la mode à l'époque dans les années 2000. Si tu te Oui, souviens bien toi sûr, aussi, mais Rudy. tout à fait, Et je en- me souviens. ouais, et ben en fait, j'ai l'impression que cette mode-là, maintenant, elle est sur les chaussures de running. Sauf que toi, la dernière fois, tu as expliqué que c'était cette histoire de drop, c'était pour courir soit mieux, soit moins bien, selon les morphologies, etc. Mais bon, je trouve ça rigolo, en fait, qu'on se retrouve avec la même mode. Et alors, peut-être qu'il y a un progrès au niveau des chaussures de running. Je suis pas le truc. Mais par contre, j'ai quand même l'expérience des chaussures et je vois qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des modes. De mon temps, c'était les Adidas Torsion qui étaient très à la mode comme chaussures. Et justement, elles avaient une semelle qui était pas très grande et tu pouvais la plier dans tous les sens. Dès le principe de la chaussure Adidas Torsion. Alors que là, ces chaussures où tu as des drops de 1 centimètre, là, tu vas pas me faire croire qu'elles sont flexibles comme l'était l'Adidas Torsion il y a 20 ans, tu vois. Donc, je trouve ça drôle qu'il y a 20 ans, on te mettait en avant la flexibilité. Et puis là, maintenant, tu as des trucs, on dirait des sabots, quoi. Donc, bon. Et puis, tu verras que dans 20 ans, ça se trouve, même plus tôt, on sera revenu aux espèces de torsions, quoi. On a l'impression qu'on tourne en rond. Donc, à moins qu'il y ait vraiment un progrès scientifique qui dise qu'il faut mettre des chaussures d'1 centimètre C'est de ce que drop. j'allais te dire. Je veux dire, c'est le progrès, C'est ça. c'est l'évolution. C'est ça. Bah, Donc bon, mais c'est pour- ça me fait rire, quoi. Non, mais c'est la désévolution. En fait, c'est pas compliqué. Moins on est actif, plus on devient faible, et plus il faut compenser cette faiblesse pour pouvoir faire. Donc en gros, si quelqu'un ne marche pas et que demain il se met à courir, il a envie de courir, mais il peut pas courir avec des distorsions, semelles souples et fines. En fait, il va tout se péter. Ou il faut qu'il démarre vraiment très très doucement. Et bon, bref, en gros, il a pas envie. Donc on lui vend des godasses drop 10 avec un amorti de fou. Donc pied décliné, semelle, mousse qui amortit à fond, et il peut les courir le type. Parce qu'en fait, on est devenu méga faible. Donc je dis on parce que moi c'est pareil, hein, courir avec des chaussures hyper souples, sans semelle, tout ça, je sens que je suis hyper lourd pour ça et que ça va pas quoi. Car ça va sur quelques footings, Mhm. mais pas sur le long terme. Mais donc en fait c'est que ça. C'est tu vois là on te vend une ceinture connectée avec une montre connectée parce que tu t'écoutes plus du tout, t'es hors du temps, t'arrives plus à te faire tes sensations, à ton instinct. Donc en fait on te vend plein de trucs pour essayer de compenser
médiocrité grandissante. Voilà. Donc, Peut-être. Mais alors, pour l'anecdote, Rudy, j'avais fait un semi-marathon quand j'avais 17 ans vers chez moi et je m'étais acheté une paire de chaussures exprès pour ce semi-marathon. D'ailleurs, c'était peut-être pas très intelligent de changer de chaussures pile à ce moment-là. Mais à l'époque, en fait, peut-être que c'est toujours le cas, l'idée, c'était que tu aies les chaussures les plus légères possibles Ah ben quand bien tu sûr. faisais de la compétition. Ouais, Et bien donc, sûr. du coup, en fait, tu payais plus cher des chaussures qui étaient, voilà, qui étaient plus fines et plus légères. Et en fait, ces chaussures-là que j'ai utilisées pour ce semi-marathon-là, elles m'ont accompagné après pendant des années en termes de muscu, justement, parce qu'elles avaient une semelle très fine et j'aimais beaucoup faire de la muscu avec ces chaussures-là. Et voilà. Mais c'était, voilà, très léger et très fin. Et ça coûtait plus cher. Non, mais c'est toujours pareil, hein. Ça n'a pas changé. C'est pour ça que les chaussures carbone, il y a un avantage à semelle carbone. On a un avantage grâce au carbone, mais aussi grâce au fait qu'elles sont beaucoup plus légères. Et le poids que tu n'as pas aux extrémités, en fait, c'est de l'énergie en plus que tu as pour aller plus vite ou pour tenir plus longtemps. Et c'est vrai que c'est aussi un de leurs avantages, c'est qu'elles sont plus légères. Donc on se dit, bah voilà, tu vas plus vite parce qu'il y a la semelle carbone qui, en gros, musculairement, t'aide à moins fatiguer. Et en même temps, quand elles sont plus légères, bah, tu fatigues moins d'un point de vue énergétique. Donc c'est toujours le cas. C'est sûr que moi qui ai plusieurs paires de godasses pour courir, je vois bien que quand je cours avec des baskets qui font 350 grammes ou 250 grammes, bah, c'est pas la même chose, quoi. Je vois que ça fait une grosse différence quand même. Même si à mes vitesses, on pourrait dire que ça change rien, mais tu sens que tu as 100 grammes de plus par pied. Et je sais plus le chiffre qui avait été donné, mais ça augmente de je sais plus combien la consommation énergétique d'avoir 100 grammes de plus par pied. Donc voilà, ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu d'évolution. Il te faut les godasses les plus légères possibles. Mais souvent, quand elles sont légères, eh ben, il y a moins de matière, donc elles s'usent plus rapidement. Donc elles sont en plus chères. Et Tout à donc, fait. c'est le business. Oui, oui, non, mais ça déjà à l'époque, on me disait, faut pas avoir la même paire pour t'entraîner et la même paire en compétition et pré-compétition. Ça, c'était normal qu'il y ait deux paires. Ça c'était déjà le cas à l'époque. Eh ben, il faut plusieurs Alors, qu'est-ce que paires. tu veux qu'on aborde? Alors, ben, j'ai plein de sujets. J'ai plein de sujets. Alors, j'en ai une pour toi, Fabrice. Exceptionnelle. Ouais. Malheureusement, je dis exceptionnelle parce qu'elle fait mal au cœur. C'est Ophélia. Hello tout le monde. Je suis dans une période où j'aimerais vraiment améliorer ma condition physique. Mais entre le travail et mes autres engagements, trouver du temps pour m'entraîner devient un vrai casse-tête. Il m'arrive de ne pas pouvoir faire de sport pendant presque une semaine. Et quand j'ai enfin un moment, c'est pendant mes heures creuses, soit très tôt le matin, soit tard le soir. Je sais que ce n'est pas l'idéal, mais je veux vraiment faire de mon mieux avec le temps que j'ai. Est-ce que vous aurez des conseils pour optimiser ces séances d'entraînement peu nombreuses et mal placées dans la journée? Comment rester motivé et efficace malgré tout? Je suis preneuse de tous vos conseils et astuces, surtout venant de ceux qui ont réussi à surmonter ce genre de défi. Merci d'avance pour votre aide. Fabrice, toi qui as eu une vie pas facile à un moment où tu t'entraînais à 6 heures du matin parce que tu allais travailler ensuite. Quel conseil peux-tu lui donner à Ophélia, qui a du mal à s'entraîner, qui a un emploi du temps très serré, mais qui veut quand même un entraînement efficace? Eh ouais. Non, ben, moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, à un moment donné, je faisais de la muscu et le problème, c'est que le soir, je pouvais plus m'entraîner parce que j'allais au cours du soir. La journée, je pouvais pas m'entraîner parce que je travaillais. Et puis le midi, en fait, c'était pas pratique parce qu'à l'époque, il y avait pas autant de salles. Et donc, du coup, la salle de midi qui était près de mon travail était trop loin. J'avais pas le temps d'y aller. Et donc, quelle était la solution que j'avais trouvée? Ben, une solution que on a déjà entendue sur le podcast. Et ben, de mettre le réveil tôt puis de m'entraîner tôt. Donc, en l'occurrence, je démarrais vers 6 heures, mais du coup, ça voulait dire qu'il fallait se lever encore plus tôt, vers 5h30 pour pouvoir se réveiller, enfin, ou 5h45. Bref, et pendant un an, j'ai fait ça. Mais c'est pas très, très agréable quand même. Et les seuls trucs que j'avais constatés, c'est que il vaut mieux le faire 6 fois par semaine que 3 fois par semaine, parce que quand tu te lèves un coup à 7 heures, puis un coup à 5h45, et ben, ça va pas, en fait. Alors que quand tu te lèves à 5h45 quasiment tous les jours, là, ça va. Mais se, se motiver sans être passionné de muscu à se lever aussitôt pour s'entraîner, j'avoue, Ah, mais moi, qui je est veux pas je veux super des passionné, résultats, hein. Je veux que ce soit efficace, hein. Donc bon, je pense pas qu'il sera très motivé. Donc après, franchement, après on va dire que maintenant je fais la promotion du rameur, mais pour avoir testé le truc puis en avoir parlé plein de fois en podcast, je pense que pour la plupart des gens, le rameur, c'est une bonne activité chez soi. Parce que le vélo d'appartement, c'est pas mal. Tu te mets dessus, t'as pas à t'échauffer 30 ans. Tu peux, voilà, tu pédales, etc. Mais ça te fait que le bas du corps et plus le cardio. Mais t'as rien pour le haut, t'as pas vraiment de gainage, etc. Alors qu'avec le rameur, bon, ça te fait à peu près tout le corps. Ça te fait le cardio, ça te fait le gainage. T'as pas besoin de t'échauffer très très longtemps. Et puis sur la fin, t'as pas non plus besoin
à moins de t'être dépouillé, de t'étirer très longtemps. Alors que si tu te lances dans un programme de musculation au poids de corps, ben, il va falloir apprendre les mouvements, faut s'échauffer un petit peu, faire des étirements à la fin, tout ça, c'est tout de suite un peu plus compliqué. T'as pas fait du cardio, ou alors il faut tout enchaîner tes mouvements au poids de corps, mais c'est le bordel. T'es pas sûr de la cohérence des mouvements que tu fais. Tu peux avoir des raideurs dans des muscles parce que tu as des mauvais antécédents. Enfin, tout de suite, c'est déjà un petit peu compliqué, en fait, quand tu connais rien, de te faire un programme d'entraînement au poids de corps qui tient à la route. Et puis même si t'as pas de matériel, tu fais tes pompes, ton squat et tout ça, mais t'as pas de mouvement de tirage, alors faut rajouter le TRX. Enfin bref, c'est toute une organisation déjà qui fait que c'est difficile de répondre à Ophélia en te disant un truc facile, simple, qu'on peut faire un peu quand on veut, qui fait tout, qui demande pas beaucoup d'engagement, etc. Alors que bah, le rameur, c'est pas mal en fait, parce que c'est simple et ça demande pas un engagement très très compliqué, très important quand on se dépouille pas dessus. Et pourtant, il y aura une certaine Est-ce que tu aurais efficacité. un code promo pour commander un rameur, justement? Là, j'ai pas de code promo, mais alors ne faites pas la même erreur comme moi de prendre un rameur à eau qui se compare pas avec le concept 2 parce que On te si l'avait jamais dit dès le vous devenez début! Dès le si, début! si- si après vous devenez un peu accro, bah, vous avez plus qu'à revendre votre rameur à eau. Ah, le mec, dès le début, je lui avais dit, prends un concept 2, tout ça. Il dit, non, je veux un rameur à eau, il est beau, c'est pour ma femme, blablabla. Ah, je le savais depuis le début, je l'ai dit, putain. Depuis le début. Alors après, sur le rameur, faut dire, là, toi, t'es motivé, t'en fais, tout ça. Mais moi, je trouve ça hyper difficile de faire 20 ou 30 minutes de rameur non-stop, quoi. Alors, tu fais des petites séries, voilà, au début, tout ça. Mais c'est pas très fun, quoi, quand même, comme exo, hein. C'est pas... C'est dur. Moi, je trouve psychologiquement, le rameur, je me souviens quand je m'entraînais vraiment dessus, j'étais pas très motivé. Je me forçais pour faire mes 5 kilomètres, tout ça. J'étais là, je disais, putain, l'enfer, quoi. Ouais, ouais, je comprends, mais en même temps, pour quelqu'un qui a pas beaucoup de temps, tu vois, il fait 30 minutes sur le rameur, ça lui a fait un petit entraînement, puis tu vois, il a peu de risque de blessure, il a fait un peu son cardio, il a bougé un peu tous ses muscles, c'est simple. C'est quand même un bon outil pour la plupart des gens qui sont sédentaires ou dans la situation d'Ophélia, tu vois. Bon, bah, Mais bon. si Ophélia achète un rameur, suite à tes conseils, et vu qu'elle elle va pas tenir, qu'elle veut le revendre moitié prix sur le forum, qu'elle n'hésite pas, on sera un plaisir de trouver des acheteurs. Mais non, mais en fait, c'est un peu triste ce qu'elle écrit, Ophélia, je trouve, parce que c'est la situation de beaucoup, beaucoup de personnes qui, en fait, ont même plus le temps de prendre soin d'eux, de faire un peu de sport. Il s'agit pas de faire 2, 3 heures par jour, hein, mais ne serait-ce qu'une heure par jour, ce qui n'est pas grand-chose quand même. Mais beaucoup de gens, en fait, ont plus le temps. Elle le marque, elle dit, il mérite de ne pas pouvoir faire de sport pendant presque une semaine. Bah, franchement, si tu peux pas faire de sport pendant une semaine, il n'y a plus d'histoire d'entraînement efficace et il y a un moment pour reconsidérer. Et je vais aller un peu loin, mais reconsidérer sa vie, en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie? Parce que si tu fais une fois du sport par semaine et le résultat, tu es dans le stress, tu bosses à fond, tout ça, ça va très mal finir. C'est comme les arômes fumés ou les monoglycérides ou toutes les conneries dont on a parlé. Ça, il faut pas être devin pour savoir que tu vas très très mal vieillir, ça va très mal se passer. Donc en fait, la vraie solution, c'est de revoir ta vie, revoir tes priorités, revoir ce que tu veux dans la vie. Tu peux pas avoir des séances efficaces, voilà, en t'entraînant une fois par semaine. Quelle que soit l'activité, de toute façon, on connaît l'histoire, hein, c'est si tu débutes dans une activité, tu en fais 2 fois par semaine, bah, c'est très bien. Et au bout d'un moment, si tu veux vraiment progresser, bah, c'est 3 à 4 séances, quoi. Voilà, c'est ça la bonne moyenne avec un travail, tout ça. Quelle que soit l'activité, à 2, au bout d'un moment, bah, tu stagnes, tu arrives à te maintenir, et il t'en faut 3 pour progresser, voire 4. Puis après, bah, si tu as vraiment des ambitions, tu montes encore un peu plus. Mais en général, 3, 4, c'est le bon truc. Donc, si tu n'arrives pas à te dégager 3 à 4 séances par semaine d'1 heure pour faire du sport, pas forcément que de la muscu, mais voilà, ça peut être du rameur comme dit Fabrice, du vélo, ou quoi que ce soit, sans oublier en plus bah, de bien marcher chaque jour, d'être en mouvement, voilà, d'être actif, quoi. Et elle me fait mal au cœur cette question parce que je me dis, ouais, Ophélia, faut que tu te réveilles le plus tôt possible, faut que tu revoies un peu ta vie parce que ça va très mal finir, hein. Mais bon, c'est pas ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on souhaite à personne. Donc, Ouais, alors après, moi, je voudrais te dire un truc aussi, tiens. Parce que j'ai remarqué, effectivement, il y a des gens qui ont des vies très occupées et tout ça, ça, j'en doute pas. Moi aussi, j'ai vécu le fait d'être un banlieusard, d'aller travailler, de faire plein de temps dans les transports et encore, j'avais pas les enfants. Mais j'ai remarqué qu'il y a quand même des gens qui arrêtent leur vie, entre guillemets, à 21 heures, par exemple. Et à 21 heures, ils vont se mettre à regarder la série ou
jouer à la console ou je sais pas quoi. Et c'est comme si la journée s'arrêtait à 21h. Mais enfin, moi, il y a des fois, là, quand je suis en ville, mais en fait, à 21h, je vais aller marcher dehors, tu vois? Et tu peux marcher 1 heure dehors de 21h à 22h. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à la campagne, ça, c'est plus dur pour moi à faire parce que comme il fait nuit tôt, ça fait qu'il faut que je marche à la frontale, selon l'heure du jour. Et donc, du coup, j'ai pas nécessairement envie de marcher tard à la lampe frontale. Mais en ville, par contre, je le fais. Et quand je passe en marchant, puis que je vois dans les appartements qui sont éclairés, ben je vois à chaque fois la télé elle est allumée, puis les gens ils sont en train de regarder la télé. Tu vois, c'est comme si la journée s'arrêtait voilà vers 21h et que c'était le moment de regarder la télé pendant je sais pas combien de temps avant d'aller se coucher. Et en fait, si on enlève ces heures de télé du soir, eh ben, on peut aller marcher ou faire un petit peu d'activité. Mais j'ai l'impression que conceptuellement, ça, pour les gens, c'est pas possible ça. C'est à partir d'une certaine heure, nécessairement, il y a la télévision. Alors, je dis pas que c'est le cas d'Ophélia, mais alors qu'en fait, c'est des heures qui peuvent encore être utiles pour faire des choses. Alors, peut-être pas pour faire de la muscu parce qu'à cette heure-là, on n'a peut-être pas envie de se dépenser autant, mais aller marcher en ville, c'est possible hein, à cette heure-là. Bah oui, On n'habite pas dans un coupe-gorge. bien sûr, je peux te le dire parce que moi je promène le chien car un peu toute la journée, mais aussi le soir avant de dormir. Et c'est vrai que ça fait de la marche tranquillement. Et en plus, comme tu marches tranquillement, ça t'aide à dormir, à dormir. En même temps, je voulais rebondir aussi sur le fait que ce que tu as dit. Quand tu t'entraînes à 6 heures du mat et que tu veux être un peu en forme et faire des séances efficaces, pour reprendre ce qu'elle dit, bah t'es obligé de te coucher tôt, quoi. Tu peux pas te coucher à 23 heures et puis te lever à 5 heures du mat, hein. Sinon, à un bout d'un moment, t'es rincé et puis t'avances pas, quoi. Tu fais rien de bien, tu vas te blesser, tout ça. Donc ça oblige aussi à te coucher tôt, tout en sachant bah voilà, que le soir, souvent, comme tu l'as dit, qu'est-ce que font la plupart? Il y a rien des séries à la con, des films à la con, des trucs déjà vus et revus, ce qui n'a pas trop d'intérêt, mais bon, encore une fois, faut savoir ce qu'on veut dans la vie et agir en conséquence, quoi. Ouais, voilà. Moi, je trouve qu'il y a un peu de temps perdu le soir. Alors, il y en a qui vont considérer que c'est du temps de loisir pour récupérer de la journée, etc. Ou c'est un moment qu'on passe avec sa femme ou avec son mec sur le canapé, convivial. Mais bon, on peut aussi aller marcher dehors de manière conviviale. Voilà. Et si on n'a pas de chien, ben on fait avec son avec sa moitié. Puis si on n'a pas de moitié, ben on fait en écoutant un podcast. Et puis voilà. Mais c'est vrai que le chien, c'est un bon truc pour sortir le soir. Bah Alors, il bien y en a qui font sûr. il y en a qui font que la pause pipi, puis le pauvre chien, il a droit à 1 minute de pipi. Mais effectivement, il y en a qui refont 30 minutes ou 1 heure de balade avec le chien, puis ils sont contents. Là où je suis, c'est pas mal parce qu'il y a des espèces de parcs à chiens. Il y en a en France, mais il y en a beaucoup moins. Et en fait, ça devient un espèce de rendez-vous social. Donc les gens marchent jusqu'au parc à chiens, les chiens jouent ensemble, les gens discutent un peu, et puis après, ils repartent en marchant dans l'autre sens, tu vois. Puis du coup, ils vont pas passer la soirée devant la télé. Bon, De toute façon, si tu sors pas ton chien, allez, on finit là-dessus, avant de dormir, il te fait chier toute la nuit, ce sagouin. Tu l'entends, il est pas fatigué, donc il dort pas, donc tu l'entends, il veut jouer ou quoi, donc c'est mort. En plus, si tu sors pas avant de dormir, bah, il y a un moment, il a envie de pisser ou de chier, quoi, forcément. Même si tu lui donnes pas à manger le soir, tout ça, à un moment, il veut y aller. Donc, tu es obligé de faire ça. Et donc, en même temps, bah, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pris un chien, hein, c'est pour me forcer à sortir un peu plus, à être un peu plus actif. Donc, non, non, mais c'est sûr que je trouve que c'est un bon animal de compagnie pour justement te forcer à être plus actif. Parce que de toute façon, t'as pas le choix. T'as pas le choix, sinon tu vas pas dormir de toute façon. Donc il faut que tu fatigues la bête. ouais, bien, au moins le chien, il te rappelle ce que c'est un peu que comment dire, une espèce de vraie vie normale. Parce que si, effectivement, si tu le sors pas, bon, après, peut-être qu'il finit par s'encrouter, mais si tu le sors pas, normalement, au bout de quelques heures, il réclame. Il te dit, alors, quand c'est que tu vas me promener, ou j'ai envie de pisser, ou quelque chose comme ça, parce qu'il te rappelle ce que c'est la vie, en fait. C'est d'être un petit peu actif. Il peut pas rester toute la journée à rien faire, alors qu'il y a des gens qui peuvent, qui sont devenus adaptés pour rester toute la journée à rien faire, et le chien te rappelle que non, c'est pas ça qu'il faut faire. Eh oui, eh oui. Mais donc, sur ce, on va s'arrêter là parce que ça va être justement l'heure d'aller promener la bête. Ça va être Ah, l'heure. voilà! Ah oui, sinon après, des fois j'y vais à 22 heures, mais bon, ça m'ennuie un peu à 22 heures parce qu'après pour dormir, j'arrive pas à dormir direct. Ah, là, après, si tu fais trop tard, après, t'es trop excité pour dormir. Bah ouais, ça me réveille un peu. Donc, bref, sur ce, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, que ce soit sur SoundCloud, les applications de podcast, peu importe. Et si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec cet épisode, vous pouvez les mettre sur les forums Superphysique, www.superphysique.org. N'oubliez pas d'aller voir notre boutique de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé, superphysique-nutrition.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut!
Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.